avec une élévation de température de 2 degrés, vous avez plus d'1 milliard de gens sur Terre qui vivent dans les conditions d'un hammam permanent dans la journée. Pour la première fois, on commence à sentir les conséquences du changement climatique. Drill, baby, drill. Il n'a jamais fait aussi chaud et on n'a jamais parlé si peu du dérèglement climatique. J'avoue que je n'ai plus peur maintenant de parler de fin du monde. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Il y a une comète qui fonce droit sur la Terre. Il y a 100% de risque d'impact. Déter, un podcast de Sandrick Evrarts. Bonjour et bienvenue à tous dans Déter, un podcast où l'on va un peu déterrer le sujet du réchauffement climatique. L'idée de cette série est de poser un regard critique sur la manière dont les médias belges couvrent le sujet du climat. Pour cela, j'ai rencontré une série de personnes, des journalistes bien entendu, mais aussi des climatologues ainsi que des militants climatiques. Nous les entendrons à tour de rôle dans cette série de 10 épisodes. Pour introduire cette série de podcasts, je tenais à rencontrer un journaliste reconnu pour son travail d'approfondissement et de compréhension de l'information. Il est connu pour être pédagogue, connu pour sa faculté à rendre limpide ce qui peut parfois sembler très compliqué dans l'actualité. Sur La Première, la radio de la RTBF, le média public belge, il présente une émission quotidienne d'information générale, Les Clés. Et puis, il produit aussi, depuis 3 ans, un podcast hebdomadaire très connu, Le Tournant. Et Le Tournant, c'est un podcast qui se penche très régulièrement sur les questions climatiques qui nous entourent. Ce jour-là, Arno Ruyssen est en congé et il accepte gentiment de m'accueillir chez lui. Il me récupère à la gare la plus proche de son domicile, vers midi, et en arrivant chez lui, il me propose de casser la croûte, et 20 minutes plus tard, j'installe mon petit micro et mon ordinateur sur la table de la salle à manger. Pour lancer cette discussion, je lui ai posé la question qui me semblait la plus importante, une question, vous le verrez, qui reviendra à plusieurs reprises dans cette série. Les médias doivent-ils continuer à parler du réchauffement climatique de manière anxiogène ? Voici la réponse d'Arno Ruyssen. Parler du réchauffement climatique aujourd'hui, c'est parler d'une problématique qui va immanquablement questionner notre mode de vie. C'est parler d'une problématique où on connaît le chemin qu'on est en train de prendre et on sait parce que quasiment tous les scientifiques références dans le monde entier sur ces questions-là nous disent qu'on n'est pas du tout en train de prendre le bon chemin si on veut vraiment prendre à bras-le-corps cette question du réchauffement climatique. Et donc forcément cette espèce de dissonance entre ce qu'on sait qu'on devrait faire et le constat du fait qu'on n'est pas en train de le faire, plus le fait qu'on est en train de vivre année après année les conséquences de plus en plus de ce climat qui se réchauffe, fait qu'on est souvent amené à devoir parler des questions climatiques avec des mots qui ne sont pas très rassurants et qui peuvent donner l'impression, à mon avis, aux gens aussi, qu'on leur parle d'un problème qui nous vient, qui ne va faire que s'amplifier, et ça on le sait, même si on faisait tous les efforts du monde, là maintenant, en tout cas pour les années qui viennent, le problème va s'amplifier. Et donc, il peut y avoir, à mon avis, pour des gens qui nous lisent, qui nous regardent, qui nous écoutent, cette impression qu'on nous dit qu'il y a un problème, mais qu'en même temps, on n'a pas tout à fait, en tant que citoyen, en tant que lecteur, en tant qu'auditeur, les clés en main pour agir sur ce problème. Et maintenant, est-ce que pour autant, il faudrait adoucir un peu le message ou en parler différemment ? Je pense que adoucir le message, certainement pas. Je pense que la peur n'est pas une mauvaise chose, parce que la peur, elle permet aussi de se mobiliser, de se mettre en chemin, et donc c'est utile, je pense, de regarder la réalité en face, quitte à ce qu'elle fasse un peu peur. Par contre, peut-être que ne proposer que ça aux personnes qui nous lisent ou qui nous écoutent, ça, c'est à mon avis un problème, parce qu'alors là, on risque à un moment donné un effet de saturation, de découragement, de simplement on ferme le bouton parce qu'on a l'impression qu'on entend toujours les mauvaises nouvelles et qu'on voit pas comment agir. Or, il y a quand même, à mon avis, une série de choses qu'on peut commenter
de l'ordre d'éléments plus constructifs, ou bien d'aller s'intéresser à des initiatives, de voir aussi tous les co-bénéfices que pourrait générer une action résolue pour le climat. Donc, je pense qu'effectivement, on ne doit pas, en tant que journaliste, se fermer à une réflexion sur comment est-ce qu'on rend cette information-là moins anxiogène. Par contre, je pense que par nature, tant qu'on ne prend pas vraiment ce défi à bras-le-corps alors qu'il est là, tant qu'on devra commenter, et ça, on n'y coupera pas les conséquences du réchauffement climatique dans les années qui viennent, c'est une information qui va rester, oui, en partie anxiogène. Pour continuer cet entretien, j'avais envie de revenir sur les plus gros événements climatiques des 10 dernières années en Belgique. On va donc remonter l'horloge jusqu'en 2015 et le célèbre Accord de Paris sur le climat. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Cette année-là, tous les pays du monde se réunissent autour du sujet du réchauffement climatique. À ce moment-là, on ne peut être que persuadé que tout va changer. Les États-Unis reconnaissent alors leur responsabilité dans cette crise et Barack Obama, l'ancien président, affirme vouloir agir pour limiter le réchauffement en dessous des 2 degrés, voire de 1,5 degré. This is a turning point. This is the moment we finally determined we would save our planet. To say that the United States of America not only recognizes our role in creating this problem, we embrace our responsibility to do something about it. On a une conscience qui devient mondiale avec la COP21. En tant que journaliste, est-ce qu'on se dit à ce moment-là, ça y est, le sujet climat va prendre de l'ampleur, on va devoir de plus en plus en parler et se préparer aux défis qui nous entourent dans les années futures? Oui, c'est sûr. C'est vraiment en 2015 qui va constituer, je pense, une prise de conscience plus large dans les rédactions qu'il faut vraiment se saisir de ce sujet à bras-le-corps, même si ça va dans un premier temps rester quand même souvent un sujet qu'on va traiter parmi d'autres sujets. Donc oui, on va avoir des pages monde, des pages Belgique, des pages culture, et puis des pages planète, ou des pages climat, ou des pages environnement. Et donc je pense qu'on va mettre le temps quand même à comprendre l'aspect vraiment systémique de la crise, et au fond que le climat, je ne vais pas dire n'est qu'un symptôme, mais est une manifestation en tout cas d'une crise plus profonde sur la façon, au fond, dont on traite notre planète, dont on utilise les ressources, dont on se fiche en bonne partie des conséquences environnementales, de notre façon aussi de vouloir toujours régenter en tant qu'humain le territoire, en pensant qu'on pourra toujours domestiquer la nature. Et là, on est en train de se prendre en fait en face le fait que, oui, non, en fait, on ne sait pas le faire sur tous les fronts, et que de temps en temps, la nature, elle est bien plus forte que nous. Et quand la pluie se met à tomber de manière terrible pendant des jours et des jours, voilà, l'homme, il est bien obligé d'éponger les conséquences, et il ne pourra jamais gérer tout ce que la nature lui oppose. Donc, tout ça pour dire que je pense que oui, 2015 est un moment de prise de conscience dans pas mal de rédactions. En plus, ça devient plus facile, à mon avis, de parler de ce sujet-là parce qu'on a les premiers objectifs chiffrés, et que donc, du coup, ça rend plus facile, sans doute, d'expliquer le problème. On a cette idée que c'est un objectif de ne pas dépasser 1,5 degré d'augmentation, et en tout cas, surtout pas 2 degrés. Enfin, on connaît l'ambivalence un petit peu là-dessus de l'accord de Paris, et donc, oui, là, on va pouvoir commencer à dire, tiens, maintenant, on en est où, donc, quels sont les efforts qu'on fait pour prendre le phénomène en ligne de compte, etc. Et donc, je crois que ça aussi, ça rend les choses plus faciles à médiatiser. Si l'on se penche sur les archives de la RTBF, on voit que 2015 marque le début d'un intérêt pour le climat, comme si le sujet avait été découvert à cette date-là. Et après ce pic médiatique, la vague redescend,
et il faut attendre 4 ans. 4 ans pour arriver en 2019 et voir les médias belges s'affoler sur le sujet. Cette deuxième vague est 2 fois plus conséquente que la première et on la doit aux jeunes. Ils sont des dizaines de milliers à manifester dans les rues de Bruxelles. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Je pense que les jeunes ont vraiment joué un rôle très important à ce moment-là. On peut d'ailleurs documenter qu'il y a une concomitance entre le moment où ils vont se mobiliser et puis le fait que ça va imprégner les campagnes électorales dans les élections qui vont se passer à ce moment-là. Et puis que du coup, dans la foulée de ces campagnes électorales, outre le fait qu'on va avoir des partis verts qui vont assez bien performer, et encore pas partout, on voit que dans les autres partis aussi, on a compris un message qui vient de la jeune génération et qui est de dire, oui, maintenant, on ne peut plus faire semblant de rien, il faut vraiment orienter les politiques là-dedans. Et donc là, je crois que, alors qu'on aime ou pas Greta Thunberg et qu'on trouve les mots trop forts, je pense qu'il y a quand même eu vraiment quelque chose qui s'est joué à ce moment-là, et que moi j'ai mesuré dans des rencontres professionnelles, mais même aussi sur le plan privé, c'est que dans beaucoup de familles, tout d'un coup, le sujet climat s'est invité à table le soir. Et des parents qui ne comprenaient pas pourquoi leurs enfants rataient un jour d'école pour aller manifester. Alors peut-être que de temps en temps, c'était surtout le fait de rater un jour d'école qui était tentant, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui étaient pendant sincèrement très, très mobilisés. Et donc du coup, ils ont parlé de ça à leurs parents, et puis les parents se sont dit, et moi j'ai par exemple des amis qui m'ont dit ça à un moment donné, qui me disaient je vais voter pour des partis qui vont vraiment prendre ce défi-là à bras-le-corps. Je dois bien ça à mes enfants. Je ne saurais pas aujourd'hui voter pour un parti qui n'en a rien à faire de ces questions-là. Ce serait trahir quelque part mes enfants pour leur avenir. Et ça, je crois que c'est venu de cette mobilisation des jeunes. Le fait que beaucoup de parents, de grands-parents se sont dit ça. J'ai même entendu pas mal de témoignages dans des entreprises où des patrons ou des patronnes d'entreprises, à un moment donné, commencent à mettre en route des politiques en interne à leur entreprise sur la durabilité, sur des questions climatiques, parce que leurs enfants les ont titillés là-dessus en disant « Mais toi, papa, toi, maman, qui a des leviers dans ton entreprise, qu'est-ce que tu fais pour ça ?» Et donc, je crois vraiment que ce moment où les jeunes se sont mobilisés, outre pour les journalistes, où ça a été un sujet qu'on a nous-mêmes médiatisé, c'est les jeunes qu'on est allés rencontrer, on a couvert ces manifestations, ce nombre qui ne faisait que gonfler, etc. Donc, ça a imposé le sujet dans l'espace public, mais ça a imposé le sujet aussi, je pense, dans les familles, ça a fini par imposer le sujet dans les entreprises. Et dans un premier temps, en tout cas, j'imagine qu'on va venir sur la suite après, mais dans un premier temps, en tout cas, il y a eu cette idée, mais oui, mais au fond, c'est vrai, ce problème, il est là, on le connaît, ça fait des années qu'on en parle, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Qu'est-ce qu'on fait face à ce problème-là? Et donc, là, ça a été quand même un vrai moment de bascule, y compris politique, parce que ça a commencé à imprimer en Europe, en tout cas, une série de choix politiques, comme le Green Deal notamment, qui ne sont pas démentis aujourd'hui, même s'il y a une tentation un peu de reculer à certains endroits, ça reste une ligne politique claire et elle a été orientée à ce moment-là. En 2020, le nombre d'articles consacrés au climat chute de moitié. C'est l'année de la Covid-19 et le changement climatique repasse au second plan. Mais c'était sans compter sur 2021, l'année record pour la RTBF du nombre d'articles sur le changement climatique. 2021, c'est l'année de la COP26, aussi appelée la COP de la dernière chance. En gros, on faisait le constat que l'accord de Paris n'était pas du tout respecté et que l'humanité fonçait droit dans le mur. Et puis 2021, c'est aussi l'année des inondations à Liège. La nuit du 13 au 14 juillet, la Vesdre sort de son lit, l'eau monte à plus de 8 mètres de haut et détruit tout sur son passage. 39 à 41 personnes décèdent, les dégâts matériels sont colossaux, des villages tout entiers tombent en ruine dans la vallée.
La Vesdre surprend par sa violence. Elle est déchaînée. Elle s'écrase sur la façade de cette maison. Une maison qui peine à tenir debout. Quelques minutes plus tard, elle se coupe en deux. Un petit chien blanc est coincé dans le grenier. Juste en dessous, on devine des silhouettes et on entend des cris glaçants. Donc voilà, des images glaçantes à l'époque, et vous vous en rappelez, vous étiez sur les lieux. Qu'est-ce que ça fait en tant que journaliste de vivre une catastrophe pareille déjà? Première question. Et puis, est-ce qu'on a réussi, et ça c'est ma question principale, est-ce qu'on a réussi à suffisamment faire de lien entre cet événement catastrophique et tragique et le réchauffement climatique qui avait son rôle à jouer? On l'a vu dans les rapports scientifiques, ça a amplifié le phénomène des inondations. Alors à cette deuxième question, je dirais non. Sans doute qu'on n'a pas encore su finalement faire passer le message de ce lien. Mais pour répondre d'abord à la première partie de la question, oui, quand on est journaliste et qu'on découvre... Alors moi, j'étais pas là au moment de l'inondation elle-même, je suis arrivé quelques jours plus tard. Quand on voyait l'ampleur des dégâts, c'est terrible d'abord de voir ce que les gens vivent là-bas sur place, à quel point ça a été d'une violence extrême, à quel point ça ressemble à des décors de guerre, à quel point les gens ont tout perdu souvent et ont sorti devant leur maison ce qui pourrait ressembler à une brocante, sauf qu'on voit que c'est tous des objets essentiels de la vie de ces gens qui sont hors d'usage et qui ont sorti comme ça sur les trottoirs. Donc là, tout d'un coup, on mesure l'ampleur du drame humain, du drame aussi pour le territoire, pour l'économie locale, etc., mais du drame humain d'abord qui s'est joué là. Je dirais que la connexion alors après avec la question climatique, même pour moi, dans un premier temps, elle ne me vient pas spontanément, dans le sens où je sais qu'il y a ça qui se joue, mais la catastrophe est tellement terrible qu'on ne peut être d'abord qu'en empathie avec ce que les gens ressentent et on voit d'abord ce drame-là. Et puis alors après, il y a la question de ce lien, effectivement, entre le réchauffement climatique et l'ampleur de ces inondations. Et c'est ça qui n'est pas si facile à expliquer, en fait, c'est que sans réchauffement climatique, on aurait pu avoir aussi des inondations importantes dans la vallée de la Vesdre. Mais que ce qui a joué, c'est l'ampleur, parce qu'on a des situations à la fois de blocage atmosphérique qui font qu'on peut avoir des précipitations qui vont tomber très très longtemps au même endroit. On peut avoir aussi, à cause de ce réchauffement climatique, de l'air qui contient davantage d'eau. Un air plus chaud peut contenir d'autant plus d'eau. Et ces deux éléments-là ont fait que cet événement extrême de précipitation qui, sans doute, sans réchauffement climatique, aurait déjà été catastrophique, l'a été d'autant plus et beaucoup plus à cause du réchauffement du climat. Et donc, cette nuance-là, elle n'est pas toujours super simple à expliquer. Et c'est facile alors pour des gens qui ne sont pas convaincus du problème du réchauffement climatique de dire oui, on fait des inondations, mais il y en a toujours eu. On sait bien quand même que ça peut arriver une fois de temps en temps, une fois tous les siècles, qu'on ait des inondations. Et il faut leur dire oui, vous avez raison, sauf qu'ici, c'est démultiplié par le réchauffement climatique. Mais ça impose de déjà rentrer un petit peu dans de l'explication. Ce serait plus simple de pouvoir dire, s'il n'y avait pas le réchauffement climatique, il n'y aurait pas eu d'inondation. Avec le réchauffement climatique, il y en a eu. Non, c'est pas ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Et au fond, c'est un des défis de la médiatisation de la question climatique, je pense. C'est que pour rester prudent, pour ne pas trahir la rigueur scientifique de tous les gens qui travaillent et tous les experts qui, dans le monde entier, travaillent sur le climat, eh bien, il faut expliquer les choses de manière précise, nuancée, ne pas confondre la météo et le climat, et pouvoir expliquer ce qui est de l'ordre de la quasi-certitude sur les effets du réchauffement climatique, mais ce qui aussi se serait passé sans le réchauffement climatique. Je pense qu'on doit être absolument rigoureux, surtout qu'on fait face de plus en plus à des gens climato-sceptiques, climato-dénialistes, qui, eux, sont un peu sans foi ni loi et vont manipuler parfois des faits. Donc je pense que on doit s'appuyer sur le travail des scientifiques, sur leur rigueur, mais du coup, ça impose, pour pouvoir expliquer les enjeux, de rentrer dans un certain degré de complexité. Et
pour ça, il faut avoir des formats médiatiques, notamment, qui permettent de rentrer dans cette complexité-là pour pouvoir expliquer bien les choses dans les nuances. Et j'ajouterais alors, sur ce cas des inondations spécifiquement, que quand vous allez dans la vallée de la Vesdre, c'est assez frappant de voir que beaucoup de gens, aujourd'hui, continuent de penser que le vrai problème, c'est pas le réchauffement climatique, mais c'est la façon dont on a géré le barrage de Peine et dont il a fallu, à un moment donné, relâcher une certaine quantité d'eau parce que le barrage, sinon, risquait de s'écrouler tellement il était sous pression. Alors, effectivement, il y a eu des enquêtes là-dessus. On peut voir que le barrage n'a pas été géré de la manière la meilleure possible, qu'on aurait sans doute dû relâcher de l'eau plus tôt pour avoir un meilleur tampon à un moment donné, mais on sait que ça n'aurait pas changé fondamentalement ce qui s'est passé dans la vallée de la Vesdre. Et là, on voit qu'une bonne partie de la population continue de penser que le vrai problème, c'est un problème humain de quelqu'un qui a mal géré le barrage. Ce qui montre bien que c'est pas facile, en plus, de tout d'un coup remettre fondamentalement en question, quelque part, tous les éléments de notre mode de vie au niveau planétaire qui ont généré ce réchauffement climatique dont on paye les conséquences aujourd'hui. Ce serait plus facile de pouvoir se dire qu'il y a un humain qui a foiré et que c'est ça le vrai problème. En 2022 et 2023, les médias s'éloignent à nouveau un peu du sujet climat. La guerre en Ukraine n'y est pas pour rien. Et puis dernièrement, la guerre à Gaza et l'élection de Trump ont pris aussi un espace conséquent dans le paysage médiatique. La rubrique Planète est oubliée et enfouie dans les sites d'information, alors que les conséquences du réchauffement climatique sont bien visibles partout en Europe. Nous sommes en juin 2025, au lendemain des élections fédérales belges, et Jean-Marc Nollet, ancien coprésident du Parti écolo, prend sa démission en direct sur La Première, et il déclare ceci. L'enjeu climatique a été assez fortement occulté. J'ai parfois dû même me battre dans certains débats pour pouvoir en parler. Simplement le fait d'évoquer cet enjeu-là, alors qu'on sait que 2023 était l'année la plus chaude, par exemple, depuis 100 000 ans. Le réchauffement climatique a été occulté du débat public. Arnaud Ruyssen, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Et alors, est-ce que c'était plutôt aux politiques de régler cette question, ou est-ce que c'était aussi aux journalistes de remettre un peu les pendules à l'heure et de remettre ce débat sur la table en vue des élections 2024? Alors, est-ce que le sujet a été occulté du débat public? Je ne pense pas, moi. Je pense au contraire qu'il a été à un moment donné très présent, qu'il a été beaucoup plus polarisé par contre à ce moment-là, parce que comme je le disais un petit peu plus tôt, on est rentré dans un moment où on a commencé à voir les premiers effets d'une série de régulations qui étaient prises et que du coup, ça a commencé à diviser dans la population le fait de dire qu'à un moment donné, on n'allait plus avoir de voitures thermiques, mais seulement des voitures électriques, la façon dont on impose des nouvelles normes d'isolation dans les maisons, de certificats PEB, le fait qu'on dise à un moment donné que peut-être on ne pourrait plus indexer les loyers quand on est propriétaire si son logement n'était pas aux normes en termes d'isolation. Enfin, tous ces éléments-là ont commencé à créer de la crispation dans la société et ça, c'est normal. Donc, je pense que si pendant la campagne, ça n'a pas été facile pour les partis comme Écolo, si ça a été même des revers électoraux pour des partis verts, c'est parce que sans doute pas mal d'électeurs leur ont tenu rigueur de cela et aussi que les autres partis ont parfois caricaturé certaines mesures, certaines intentions d'un parti comme Écolo, et donc ils ont beaucoup souffert de ça. Mais si, effectivement, Écolo a été caricaturé, s'il y a eu du débat dans la campagne sur ces questions-là, c'est bien que ce sujet-là, il était présent. Alors peut-être qu'il était présent sans qu'on rappelle l'enjeu ultime de pourquoi on faisait tout ça et pourquoi c'était nécessaire de le faire, mais en tout cas, il était quand même présent ce sujet-là. C'est aussi le témoignage du fait que, politiquement, ce sujet du climat, il a été investi par tous les partis. Moi, j'avais eu l'occasion dans le tournant d'aller interroger tous les présidents de partis, j'avais été étonné de voir quand même que quasiment tous les présidents connaissaient quand même assez bien l'ampleur de l'enjeu. 5 ans plus tôt, ça n'aurait pas été le cas. On aurait sans doute eu chez Écolo des gens qui connaissaient très bien l'enjeu, beaucoup moins chez tous les autres. Donc,
si Écolo a moins tiré parti de la situation à ce moment-là, c'est d'une part parce que je pense, oui, ils ont été pris à partie dans un débat sur la nature des mesures qu'on prenait, à tort ou à raison, et plein de caricatures aussi, mais enfin voilà, il y a eu ce débat-là. Et puis aussi parce qu'à un moment donné, tous les partis ont commencé à considérer que le climat était un enjeu et à avoir des pages climat dans leur programme. Et donc, les électeurs qui 5 ans plus tôt disaient « il faut maintenant agir » et qui peut-être, pour qu'on agisse, avaient voté écolo, se disaient je crois que mon message maintenant, il a été envoyé. Le parti pour lequel je votais d'habitude avant, il m'a dit qu'il allait s'en occuper aussi. Alors, est-ce que c'est toujours crédible? Ça aussi, on va pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, beaucoup de partis ont envoyé ce message-là à leurs électeurs de dire « oui, on a compris, nous-mêmes, on va prendre une solution. Peut-être qu'elles seront moins radicales que ce qu'Écolo propose, mais on va quand même faire des choses. » Et donc, pas mal d'électeurs sont revenus en disant oui, enfin, ça va, maintenant le message a été envoyé, il a été reçu, je peux voter pour le parti pour lequel je votais plutôt avant. Et puis alors la troisième chose que j'ai envie de pointer, c'est quand même la guerre en Ukraine, évidemment, est venue bousculer tellement de choses au niveau de la géopolitique européenne, mais aussi est venue poser tellement de problèmes au niveau énergétique pour nos économies, pour les ménages, que ça a occupé énormément de place. Et là où peut-être c'est quand même intéressant, c'est que le fait qu'on se soit focalisé sur cette crise énergétique qui était massive, qui était majeure, a sans doute aussi servi, à certains égards, la question climatique. Parce que beaucoup de gens, à un moment donné, se sont rendus compte de tout l'intérêt qu'ils avaient à investir dans des économies d'énergie, que ce soit pour leur mobilité, pour leur maison, à cause de ce qui s'est passé là dans la guerre en Ukraine. Donc, oui, la guerre en Ukraine est venue un peu tout écraser et sans doute on a moins parlé de climat, mais paradoxalement, ça nous a forcés, y compris en Belgique avec tout le débat sur le nucléaire, à s'interroger sur le problème énergétique qu'on avait et à prendre des mesures qui, si on y regarde bien en Europe, quand même nous projettent dans un avenir énergétique qui est plus renouvelable, plus durable, plus vert. Pas tellement peut-être à certains égards à cause de l'enjeu climatique, mais parce qu'on s'est dit en Europe que notre autonomie stratégique, elle était aussi liée à notre capacité d'avoir nos propres sources d'énergie. Et donc, la guerre en Ukraine, oui, est venue faire qu'on a moins parlé de climat, mais paradoxalement, je pense qu'elle a aiguillonné aussi des choix politiques qui sont favorables au climat. Si l'on résume, pour Arno Ruyssen, la chute des écolos est due à deux choses. 1. Les discours écologistes ont été fortement caricaturés durant la campagne de 2024 et on n'a peut-être pas assez rappelé les enjeux du problème à ce moment-là. 2. Tous les partis ont maintenant intégré l'écologie dans leur programme. Le sujet n'était donc plus l'exclusivité du parti écolo. Et puis Arno Ruyssen ajoute que la crise énergétique a questionné notre manière de consommer l'énergie et cela a plutôt servi la cause climatique. Pour préparer cet entretien, j'ai écouté plusieurs épisodes du Tournant, dont un appelé « Le moment climat est-il passé ?». Dans cet épisode, Nicolas Van Nuffel, ancien président de la coalition Climat, estime que pour que le dérèglement climatique revienne dans les discussions du quotidien, dans les discussions familiales, comme c'était le cas en 2019, il faut créer du lien. Du lien dans le sens d'aller à la rencontre des gens aussi. De nouveau, c'est ce que j'ai essayé à mon petit niveau de faire pendant 6 ans. Je pense qu'on ne réconciliera les citoyens et citoyennes avec la cause climatique que si on va les écouter et si on fait du lien avec ce qu'ils vivent au quotidien, en termes de qualité de l'air, en termes de mobilité, en termes d'isolation des logements. Les journalistes ont aussi ce rôle de justement créer du lien, aller voir les gens au plus près de chez eux, au plus près de la problématique climatique qui en fait nous entoure tous au quotidien. Selon vous, c'est important de le préciser? Et ça, c'est évident, et c'est pas seulement vrai pour le climat, c'est que je crois que si les journalistes ne veulent pas qu'on les considère comme juste faisant partie d'une élite, ils doivent absolument renouer davantage de liens avec les citoyennes, les citoyens, leurs lecteurs, leurs auditeurs, leurs auditrices, etc. Et la question climatique est vraiment un très bon terrain, en fait, pour faire ça, parce que c'est typiquement un enjeu que chacun va devoir s'approprier. Je crois que les journalistes vont devoir retourner plus près des gens
ne serait-ce que parce que parfois c'est au contact direct qu'on explique le mieux, mais en plus pour pouvoir écouter ce que les gens peuvent aussi témoigner, tel l'agriculteur, notamment de ce qu'il vit déjà sur les conséquences du réchauffement, et puis aussi parce qu'on va pouvoir écouter, faire connaître des initiatives qui sont créées au niveau local, et que être dans ce côté de constructeur de liens entre les gens, d'autant plus en tant que journaliste de service public, je pense que c'est vraiment capital. Et donc ça me paraît évident que les journalistes vont devoir aller davantage écouter, aussi parfois expliquer, mais beaucoup plus au contact du public sans doute qu'on a le fait aujourd'hui. Ça y est, nous arrivons au terme de cet épisode et de ce petit voyage dans le passé. Et dans mon petit carnet de journaliste qui s'intéresse aux questions environnementales, j'ai noté 3 points à retenir. Le premier, pour Arno Roysson, il est important de regarder la vérité en face, et donc par nature, traiter des questions climatiques dans les médias sera toujours un peu anxiogène. Le deuxième, ce n'est pas pour ça qu'il faut oublier de parler des initiatives et des actions positives pour lutter contre le réchauffement. Une erreur serait de laisser les lecteurs et auditeurs dans l'impuissance face à l'urgence climatique. Enfin, la crise climatique n'est pas une crise isolée, et il est important de ne pas enfermer le sujet climat dans une et une seule rubrique. Nous creuserons d'ailleurs ce dernier point dans le prochain épisode avec Michel Demullenard. Il est chef adjoint du pôle Planète du journal Le Soir et porte une casquette de journaliste 100% environnemental. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous s'il vous a plu.